Voilà, alors cette table ronde des étudiants est intitulée Le fait d'aller plus vite nous fait-il réellement gagner du temps? Alors, cette question, remarquez-le, est éminemment paradoxale, puisque, a priori, la logique nous incite à répondre oui à cette question. Si l'on va plus vite, c'est précisément pour gagner du temps. Et pourtant, faites le test autour de vous. Si vous posez cette question, les gens ont tendance à vous répondre non. Ce qui est très étrange. Pourquoi? Alors c'est l'objectif de cette table ronde d'y répondre, d'élucider ce mystère, ce paradoxe. Et pour cela, nous allons donc accueillir 7 étudiants et étudiantes qui ont des parcours tout à fait différents et des spécialités variées qui vont de la physique fondamentale à la philosophie, en passant par les sciences cognitives et la politique. Et puis à terme, l'objectif de cette table ronde, c'est aussi de mettre en évidence le regard que porte une certaine génération, en l'occurrence la génération des milléniaux, sur cette question de l'impact de l'accélération des techniques sur différents aspects de notre vie. Alors, la question de cette table ronde, donc le fait d'aller plus vite nous fait-il réellement gagner du temps, part d'un constat relativement simple, qui est qu'on a cette impression que tout s'accélère autour de nous, évidemment à l'image d'Internet, qui fait que on peut maintenant commander à peu près n'importe quel produit et être livré en quelques heures. On peut suivre l'évolution d'une élection serrée ou bien d'un match à suspense, ou encore d'une manifestation mouvementée, quasiment en direct. Et même, nous pouvons accélérer notre vie sentimentale en organisant en quelques clics des rencontres amoureuses. Donc, évidemment, l'accélération technique est bien plus subtile que les quelques exemples que je viens de donner ici. Elle a été théorisée notamment par le sociologue allemand Hartmut Rosa, qui lui aussi était à Time World hier, donc je vous invite à retrouver sa conférence sur Internet. Il a aussi écrit un livre remarquable qui s'appelle Accélération, une critique sociale du temps, donc dans lequel il décrit, il détaille, il théorise même cette accélération technique qui pour lui prend trois formes. La première, c'est à l'évidence l'accélération des transports, qui sont de plus en plus rapides et aussi qui sont de plus en plus automatiques. La deuxième, c'est l'accélération de la production en général. Et la troisième, bien sûr, l'accélération des communications et plus généralement de l'information. Alors, on va organiser notre table ronde en trois parties qui vont caractériser l'impact de chacune de ces formes de l'accélération technique sur trois aspects de la vie. D'abord, tout simplement au quotidien sur le rythme de notre vie. Ensuite, dans une deuxième partie, on verra l'impact de l'accélération technique sur la société, et on parlera à cette occasion notamment de l'idée de progrès aujourd'hui. Et enfin, sur la recherche scientifique. Alors, on va s'organiser de la façon qui suit. Dans chacune de ces trois parties, d'abord, deux étudiants ou étudiantes auront un moment privilégié où ils devront répondre à une question particulière, à la fois en lien avec leur sujet de prédilection et bien sûr avec le thème de la table ronde. Et puis, pour les deux premières parties, en tout cas, nous aurons une deuxième partie de partie qui sera plus de l'ordre du débat, où nous poserons une question à laquelle tous les intervenants et intervenantes seront amenés à répondre. Et j'espère, à titre personnel, qu'il y aura des conversations houleuses. Voilà. Et puis, donc, vous me direz que deux personnes par partie qui vont avoir un temps privilégié fois trois parties, ça ne fait que 6 personnes, alors qu'il y en a 7. C'est normal puisque Marie-Maude, ici présente, en guise d'introduction à cette table ronde, nous expliquera ce que nous allons entendre par le mot temps et plus précisément ce que nous allons entendre par l'expression gagner du temps. En attendant, je vais aller m'installer et je vais aller demander à chacun et chacune d'entre vous de vous présenter rapidement en commençant par le bout de table Aymar ou de Ville. Merci beaucoup Gauthier. Bonjour à toutes et à tous. Je suis étudiant, je termine mes études à l'École Centrale Paris en ingénieur généraliste. Je travaille pour une application mobile américaine et j'ai travaillé dans le cadre de mes études en philosophie des sciences à l'ENS sur la non-reproductibilité des expériences, un sujet qui m'a passionné. Que peut-on dire d'une expérience scientifique lorsqu'on n'arrive pas à la reproduire? Donc je me suis entre autres intéressé à l'accélération dans notre pratique des sciences du rythme avec lequel on fait des expériences, et notamment au travers de la collecte de données toujours plus intense
on collecte toujours plus de données et qu'on essaie d'analyser en temps réel. Qu'est-ce que ça veut dire dans notre pratique aujourd'hui? Samia Mahé. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis étudiante à l'ENS de Lyon et j'ai fait un master en philosophie contemporaine où j'ai travaillé plus précisément en philosophie de l'esprit sur différentes approches du mind-body problem. J'ai également fait un master de sciences cognitives à l'occasion duquel j'ai travaillé sur les effets des émotions sur l'apprentissage et sur l'attention. Ensuite, nous avons Emma Humphries. Bonjour à tous et à toutes. Je suis actuellement doctorante à Stanford. Auparavant, j'ai fait mon master à Oxford. Mes travaux de recherche portent sur la formation des femmes dans la police, à la fois en France et au Liban. Avant d'aller à Stanford, j'ai travaillé dans le milieu carcéral et sur des sujets liés aux réformes sécuritaires au Liban. Donc aujourd'hui, je parlerai un peu de mon expérience libanaise et de mes attaches en lien avec la révolution libanaise. Marilou Nieda. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi, je suis étudiante en sciences politiques à Sciences Po Lyon et en philosophie politique à l'ENS de Lyon. Et moi, je travaille plus particulièrement en philosophie sociale et politique sur la question des luttes pour la reconnaissance. Et du coup, c'est pour ça que moi, je m'intéresse notamment à l'accélération dans les mobilisations sociales. Marie-Maud Roy. Bonjour, moi je suis étudiante à la maîtrise en physique et communication. Oui, c'est pas très commun. Je m'intéresse notamment à la notion de temps en physique et surtout à la façon qu'elle est représentée à travers le visuel. Donc ça, c'est la partie plus communicationnelle. Donc j'arrive d'un background de physique, puis j'ai décidé de regarder tout l'aspect communicationnel, notamment à travers les images. Donc voilà mes intérêts. Solange Haas. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc après un début en prépa scientifique, je me suis orientée vers la philosophie des sciences et notamment la philosophie des mathématiques. Et à présent, je commence une thèse en philosophie de l'écologie prédictive, donc une thèse interdisciplinaire entre philosophie à Paris 1 et écologie dans un centre d'écologie fonctionnelle et évolutive à Montpellier. Je suis aussi musicienne et mes heures perdues, donc je vais plutôt traiter de philosophie là, et d'art aujourd'hui avec vous. Et enfin, Valentin Métillon. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi, je suis tout fraîchement docteur en physique expérimentale et je travaille donc dans le domaine de la physique quantique, de l'information quantique, la thermodynamique quantique et beaucoup de choses avec quantique dans le nom. Je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure. On va enchaîner tout de suite du coup avec Marie-Maud qui va nous expliquer ce qu'est le temps, grand objectif, mais plus précisément ce que l'on va comprendre à cette table ronde par gagner du temps. Disons qu'on fera quelques nuances. Je n'ai pas la prétention de répondre à la question du temps. Donc, pour commencer, c'est une bonne pratique en général que de préciser le sens des termes que l'on utilise pour éviter les malentendus. Puis quand c'est question de temps, bien, c'est plutôt une nécessité plutôt qu'une option. Si vous êtes ici depuis les derniers jours, vous en êtes rendu compte, vous avez peut-être maintenant une idée un peu plus claire. Toujours est-il que ce n'est pas évident de définir le temps. Pourtant, tout le monde sait un peu qu'est-ce que c'est le temps, du moins jusqu'à ce qu'on lui demande, comme nous le rappellerait Saint-Augustin. C'est sur cette idée que j'ai décidé d'interroger les gens du milieu académique dans lequel je travaille. Et donc, sans préambule, je leur ai demandé de me définir le temps et ensuite j'ai enregistré leurs réponses. Avant de continuer, je vous invite à faire l'exercice vous-même et de vous demander qu'est-ce que vous me répondriez si je vous posais la question à l'instant. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que j'ai eu une gamme de réponses tout à fait large, avec toutes sortes de réponses. Puis, les réponses commençaient par des minutes, des secondes, des années. Bref, les unités de mesure de cette chose qu'on essaie d'éviter le sujet. On m'a ensuite dit que c'était un concept subjectif. Pas tout à fait clair. Ensuite, oui, c'est ça. Donc, ensuite, on m'a parlé avec différentes expressions. On m'a dit que c'était la variation du mouvement, c'était quelque chose de dynamique, un fluide qui s'écoule. Bref, ces expressions mettaient tout en évidence la circularité qui est inévitable quand on tente de définir le temps. Au département de physique en particulier, mes collègues m'ont répondu des choses tout aussi variées, mais quand même différentes. Donc, initialement, on m'a dit c'est intrinsèquement une autre dimension de l'univers. Une réponse qui était quand même différente du sens commun était une définition qui arrivait d'une théorie propre à la discipline, la thermodynamique. Donc, ça serait peut-être
la direction dans laquelle l'entropie ou le degré de désordre augmente. Ensuite, une définition qui était plus près du sens commun serait, par exemple, la façon qu'on a de définir l'ordre des choses, ce qui vient avant et ce qui vient après. Une espèce de forme dans l'espace-temps, puis encore une fois, on revient à la circularité. Cette expérience à laquelle je me suis adonnée a illustré, oui, la difficulté de définir le temps, mais aussi, je pense, l'impact des différentes disciplines ou des différentes formations disciplinaires sur notre compréhension du concept, ou du moins du terme, parce que je parle bien de langage ici. Sur ce, distinguons 3 notions de temps rapidement. La première à laquelle référaient les physiciens et physiciennes, c'est le temps comme une entité objective, indépendante de notre expérience humaine. Donc, c'est un temps mesurable, oui, mais qui est indépendante de la mesure étant cette action humaine, donc la prise de mesure plutôt. Elle s'oppose donc directement au temps subjectif, donc cette relation que nous avons avec le temps vécu. Le temps subjectif réfère plutôt, par exemple, à ce qu'on sent, donc la signification de ce que ça veut dire, le temps qui passe. On peut se demander, par exemple, ce que le cerveau comprend et nous dit du temps. On peut se demander aussi pourquoi on peut se projeter dans l'avenir. Donc ça, c'est des questions qui réfèrent au temps subjectif. Une troisième notion de temps, elle, prend racine dans notre expérience collective. Donc oui, on expérience le temps en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'acteur et actrice dans une dynamique sociale, puisqu'il y a des rythmes de vie qui nous sont imposés à travers les mœurs, les institutions, les relations de pouvoir, comme nous parlait Meredith ce matin, entre autres, et toutes sortes de choses qui circonscrivent notre réalité sociale. Donc, finalement, le temps sur lequel porte la deuxième partie de la question ici, donc gagner du temps, ne peut référer qu'au temps subjectif, collectif et leur interaction. Donc, ce qu'on veut dire par gagner du temps ici, c'est, par exemple, avoir le sentiment d'avoir effectué davantage que ce qui était attendu pour une durée donnée. C'est gagner du temps pour faire certaines choses, pour vivre certaines expériences. Gagner du temps, c'est une expérience qui est individuelle, mais aussi collective, parce que ce sont des facteurs psychologiques et sociologiques qui font en sorte qu'on pense le temps comme une entité qui peut être divisée en différentes activités, notamment le travail et les temps libres, ou qui nous amènent à dire, par exemple, que le temps, c'est de l'argent. Donc, comme Gauthier nous l'a dit, on va parler de rythme de vie, aussi de société, comment la société est affectée par l'accélération, que ce soit des technologies, par exemple. Et ensuite, on va aussi parler du temps dans la recherche, donc ce milieu qui s'intègre dans la société. Je pense que c'est tout. Voilà. Alors on va en effet s'intéresser à cette idée de gagner du temps, mais pour l'instant, d'un point de vue personnel, il est vrai que nous sommes sollicités en permanence, que ce soit par notre téléphone. On a de plus en plus d'activités, et le problème, quand on a de plus en plus de choses à faire, c'est que soit l'on décide de raccourcir le temps qu'on leur octroie, soit on décide de faire plusieurs choses en même temps. Et c'est ce qu'on appelle le multitasking. Et Samia, tu as étudié cette question du multitasking. Donc je te passe le micro pour que tu nous en parles. Merci Gauthier. Oui, donc une des premières stratégies d'optimisation du temps, c'est une stratégie d'optimisation quantitative en fait. Donc pour gagner du temps, pour aller plus vite, on décide de faire plusieurs choses en même temps. Et comme tu l'as rappelé, son nom, qui est emprunté en fait au vocabulaire informatique, c'est le multitasking. Mais en réalité, faire plusieurs choses en même temps, c'est quelque chose qu'on fait constamment et sans avoir nécessairement l'intention de gagner du temps. Là, par exemple, vous nous écoutez, vous nous regardez, peut-être que vous digérez, des fois vous faites tout ça en marchant. En fait, notre corps, il est constamment engagé dans une diversité d'activités. Mais certaines de ces activités se font automatiquement, sans qu'on y prête attention, parfois même sans qu'on en ait conscience. Et d'autres, au contraire, nous demandent beaucoup d'efforts, demandent beaucoup de notre attention, voire même un certain contrôle. Donc en fait, le multitasking, c'est pas seulement faire plusieurs choses en même temps, c'est s'engager dans différentes tâches qui demandent de l'attention et de l'effort, donc un certain contrôle.
Et en fait, le coût de ces tâches, qui nous demandent de l'attention et de l'effort, varie en fonction des différents stades de développement. Par exemple, si vous demandez à un enfant en bas âge de faire ses lacets, c'est une tâche qui va lui demander de se concentrer, d'inhiber les informations qui ne seront pas pertinentes directement pour réaliser cette tâche qui est de faire ses lacets. Donc si vous lui parlez, il va se retrouver en situation de double tâche, de multitâche, ce sera plus coûteux, il aura plus de difficultés à le faire. Et donc toutes ces tâches qui requièrent de l'attention et qui nous demandent de l'effort, de la concentration, elles sont caractéristiques au premier chef des situations d'apprentissage. Et récemment, de nombreuses préoccupations en fait, ont émergé concernant les effets d'une forme particulière de multitasking sur l'apprentissage. Cette forme particulière du multitasking, c'est ce qu'on appelle le média multitasking et qu'on peut définir globalement comme l'habitude d'adjoindre à ses activités quotidiennes, professionnelles, scolaires, l'utilisation d'outils de communication, d'information et de divertissement. Donc le média multitasking, c'est des outils technologiques comme les smartphones, les tablettes, qui sont nouveaux, mais qui apportent aussi de nouvelles tâches. Par exemple, on doit répondre à des messages, on doit lire des notifications, et qui nous apportent donc de nouvelles tâches auxquelles on doit répondre, auxquelles on doit apporter du moins de l'attention. Et donc, cette nouvelle pratique, elle pose la question de savoir si faire du média multitasking, est-ce que c'est une manière, en fait, d'optimiser son temps et donc d'être plus performant, ou alors est-ce que c'est l'inverse ? Et en contexte d'apprentissage, il y a un certain nombre d'éléments qui nous amènent à nous faire douter justement du fait que cette pratique nous fasse gagner du temps. Par exemple, la réalisation de plusieurs tâches simultanées est doublement coûteuse. Elle est coûteuse d'abord parce qu'elle nous demande de traiter, de sélectionner des informations qui sont spécifiques à deux tâches. Donc il y a 2 fois plus d'informations à traiter, 2 fois plus d'informations à sélectionner. Et dans ce cas-là, l'attention qu'on va accorder à la tâche d'apprentissage sera diminuée. Et donc la mémorisation qui est liée à cet apprentissage, elle sera elle aussi diminuée. Et donc, apprendre en multitaskant, c'est finalement mettre plus de temps. Cette réalisation multitâche, elle est également coûteuse parce que faire 2 activités en même temps, cela nous demande du temps quand on passe de la tâche A à la tâche B. Et ce réajustement nous fait perdre aussi en efficacité. Et souvent, en fait, quand on parle de ça à des personnes qui ont l'habitude de faire du média multitasking, ce qu'on va avoir comme réponse, ça va être « mais oui, mais moi, ça me motive. Par exemple, ça me motive aussi d'écouter de la musique pendant que je travaille, ou ça peut me motiver aussi de répondre aux messages que je reçois de mes amis pendant que je travaille. » Et cet argument de la motivation, il est intéressant parce qu'il soulève un autre problème lié au média multitasking, qui est celui de ses effets sur ce qu'on appelle le contrôle exécutif, globalement, qu'on peut définir comme l'ensemble des mécanismes cognitifs qui vont nous permettre de planifier, d'initier et de soutenir une tâche en fonction d'un but qu'on s'est fixé. Et la question, c'est donc, est-ce que le média multitasking, c'est une manière de mettre en place des stratégies d'apprentissage personnalisées pour nous rendre plus efficaces, ou est-ce que c'est, au contraire, prendre l'habitude d'une certaine récompense au risque éventuellement d'y devenir dépendant et de perdre en capacité d'adaptation et de contrôle. Et enfin, pour terminer, cette question de la motivation, elle soulève un autre problème du média multitasking, un problème qui a trait par exemple à l'irritation des grands-parents qui voient leurs enfants à table ou leurs petits-enfants sur leur téléphone, et un problème qui a trait aussi à l'épuisement de certains professionnels qui ont l'impression d'être en surcharge d'informations. L'idée, c'est que quand on fait du média multitasking, on accorde une priorité aux informations qui sont issues des médias qu'on va définir globalement comme tous ces outils technologiques qui nous permettent la communication, l'information, le divertissement. Alors on peut dire, mais non, on n'accorde pas une priorité, puisque précisément, quand on fait du multitâche, on accorde autant d'attention à la tâche A qu'à la tâche B. Certes, mais faire du média multitasking, c'est en fait accorder de l'attention à ces informations issues de ces outils, quelle que soit la tâche concurrente. Il y a donc une invariance de cette demande attentionnelle, et cette invariance-là, elle crée en fait une dissymétrie qui fait qu'on peut parler de priorité.
Donc si on accorde tout le temps de la priorité à un certain type d'informations quand on fait du média multitasking, c'est qu'on les considère comme plus pertinentes et on les évalue comme plus pertinentes pour tout un tas de raisons. Ça peut être la pression professionnelle ou institutionnelle qui fait qu'on se sent obligé de répondre à des mails, ça peut être l'habitude aussi, ça peut être le plaisir immédiat qu'on tire du visionnage d'une vidéo marrante ou bien du message qu'on reçoit d'un ami. Ça peut être d'autres facteurs comme la saillance, la couleur, pensez aux notifications rouges, par exemple, que vous recevez sur vos téléphones. Et donc, si on évalue ces informations comme plus pertinentes, quelle que soit en fait la tâche qui leur est concurrente, c'est donc qu'on leur accorde davantage de valeur. Et on se rend compte par conséquent que ce dont procède le média multitasking, ce n'est pas uniquement une mise en compétition de tâches pour l'allocation de nos ressources attentionnelles, mais c'est aussi une mise en concurrence de certaines de nos valeurs. Et précisément, Solange va pouvoir nous parler de certaines activités auxquelles on décide d'accorder de la valeur, comme l'art, la littérature, la philosophie, et qui nous permettent de freiner cette impression d'accélération du temps. Merci beaucoup pour l'introduction. Donc en effet, je vais m'intéresser autant cette fois dans le contexte de la pratique de l'art, en particulier la musique et la littérature, et aussi dans les lectures de textes philosophiques. Et je voudrais montrer comment ces pratiques échappent un peu à l'accélération généralisée du temps dans notre société. Donc tout d'abord, je voudrais replacer les pratiques de l'art dans son contexte, donc dans une société qui est toujours pressée, où le temps nous manque constamment, et on peut avoir l'impression que le temps devient compressible. Par exemple, les voyages pour aller d'un point A à un point B, les temps de trajet diminuent. Le téléphone portable a remplacé le téléphone fixe pour être joignable constamment. Et puis, on pousse le vice jusqu'à faire des abréviations dans nos messages, dans nos SMS, pour gagner quelques fractions de secondes. Et une société aussi qui non seulement est très demandeuse de temps, mais nous habituer à un profit immédiat de chaque action que nous faisons. Donc, en quelque sorte, on est habitué à une sollicitation permanente dont tu nous as tout à fait parlé juste à l'instant. Donc, on peut prendre là, pour exemple, les parcs d'attractions qui sont tout à fait dans cette idée de sollicitation. Donc, j'en viens à présent à l'art, où le temps est pour moi incompressible, comme pratique où l'accélération généralisée a moins ses droits, perd ses droits. Donc tout d'abord le cas des arts vivants, donc notamment la musique et le théâtre, où le temps ne peut pas être accéléré. Il viendrait l'idée de personne d'accélérer un morceau de musique pour passer moins de temps à l'écouter. On peut certes arrêter, c'est-à-dire stopper un morceau en son milieu parce qu'on doit passer à une autre activité, mais il viendrait l'idée de personne de le passer 2 fois plus vite, par exemple. Et en effet, parce qu'on considérerait presque plus d'avoir entendu le morceau de musique tel que composé par là ou le compositeur, et ce serait presque considéré comme une nouvelle pièce. Donc l'œuvre d'art serait vraiment dénaturée si on changeait le temps qu'il est prévu que cette œuvre prenne. Et c'est tout à fait la même chose en théâtre, où les silences sont importants, où les moments d'attente font partie intégrante de la pièce. Je voudrais quand même balancer un petit peu ce propos par une nouvelle fonctionnalité de Netflix qui propose maintenant de passer les séries en accéléré. Voilà, donc tout de même, en fait, cette accélération fait son entrée même en art, même si les concerts de musique n'en sont pas encore là, mais on verra bien. Donc j'en viens maintenant à la littérature et à la philosophie, qui pour moi ont un rapport un peu différent au temps, notamment parce que donc, la littérature permet de s'échapper un peu du monde, c'est une porte de sortie vers un autre, vers un ailleurs. Et pourtant, en littérature, on peut se sentir ennuyé par un paragraphe un peu long et puis vouloir le sauter ou le lire en diagonale, parce qu'on lit pour prendre du plaisir. Et pourtant aussi, on peut être attiré par une forme, on peut se sentir pressé. Et puis on n'est pas là pour comprendre chaque mot, ce qui n'est pas le cas en philosophie, ou au contraire, dans les textes de philosophie, on les lit pour comprendre. Et cela prend beaucoup de temps pour différentes raisons. D'abord, parce qu'il faut entrer dans le système de pensée de l'auteur ou de l'autrice.
et s'imprégner de ces concepts, de la définition qu'il ou elle donne aux termes qu'il ou elle utilise, et aussi parce que il faut constamment remettre en question ce que le ou la philosophe dit et le remettre en question à l'aune de ses propres convictions. Donc le temps ici ne peut encore, cette fois-là, ne peut pas être compressé, et on revient aussi à cette idée de profit à laquelle la société nous habitue et qui ici prend beaucoup plus de temps en philosophie, parce qu'un texte de philosophie prend beaucoup de temps à nous changer véritablement. J'en arrive maintenant à la pratique de l'art, et puis aussi je voudrais dire quelques mots de l'apprentissage en général. Donc je suis moi-même musicienne, et l'étude de la musique, je le prends comme exemple, consiste principalement à jouer très lentement les passages qu'il va falloir jouer rapidement, pour s'imprégner de chaque détail et regarder dans ses moindres détails les mouvements et se les approprier en les jouant aussi lentement que possible. Et ça, la technologie ne pourra pas du tout changer. Pour apprendre à jouer un morceau, il faudra toujours le jouer extrêmement lentement. Et puis plus généralement en apprentissage, il me semble que pour s'imprégner et pour comprendre vraiment une leçon, on dit qu'il faut dormir dessus. Et effectivement, on peut apprendre rapidement en 1 heure un texte par cœur, mais pour s'approprier véritablement un poème, il va falloir le réviser, le redire, se le répéter, de dormir avec, en rêver. Et cet apprentissage plus profond ne peut pas échapper à la prise de temps. Et je voudrais terminer par une petite citation du peintre Pierre Bonnard, qui a inspiré le titre d'une exposition en 2006 au Musée d'Art Moderne à Paris, et qui dit « Œuvre d'art, : un arrêt du temps ». Eh bien, merci Solange. Alors, on le voit, on a de plus en plus d'activités qui quelque part nous freinent dans la réalisation d'activités plus longues, comme tu viens de le signaler. Alors, on pourrait se dire, eh bien, on va essayer de gagner du temps dans les transports. Et c'est le début de notre partie débat. Est-ce qu'on peut gagner du temps dans les transports? Est-ce que le fait d'aller plus vite dans les transports nous fait vraiment gagner du temps? Je crois que Marie-Lou a un avis sur cette question. Non, mais j'avais envie de commencer de parler de quelque chose qui est assez nouveau en fait dans les grandes métropoles. C'est la question des trottinettes électriques, finalement. Moi, je trouve que c'est sujet à débat. Je trouve ça assez intéressant parce que moi, je suis cycliste, en fait. Et ce que je constate en ville, c'est que, oui, les trottinettes électriques, ça va vite. Objectivement, ça peut monter jusqu'à 30 km/h. C'est assez impressionnant, mais surtout, la vraie question derrière, c'est oui, est-ce que ça nous fait réellement gagner du temps? J'en suis pas si sûre, parce que la manière dont la voirie, elle est pensée, elle n'est pas nécessairement pour les trottinettes électriques, notamment avec les pistes cyclables et les routes pour les voitures et les piétons. Et en fait, les trottinettes électriques se retrouvent dans un entre-deux où ça va trop vite pour les piétons et les vélos, mais pas assez pour les voitures. Et finalement, ça crée pas mal d'accidents, et les personnes ne sont pas nécessairement au fait de comment maîtriser en fait cette trottinette-là. Du coup, je trouvais ça assez intéressant de voir même pourquoi autant de gens jetaient aussi des trottinettes électriques dans les rivières, dans les fleuves, dans les villes aussi. Et je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de vouloir aller trop vite, mais finalement, ça dérange pas mal de gens qui partagent le même espace social, en fait, espace public. Alors, on avait promis à Marie-Lou qu'elle aurait son temps pour faire sa diatribe anti-trottinette, et je viens de me rendre compte que moi aussi j'ai un truc à dire contre les trottinettes. Vous avez remarqué qu'elles font un bruit d'alarme qui ressemble pour moi au moment de la scène de la douche dans Psychose. Vous me direz à la sortie si vous êtes d'accord ou pas avec ça, mais en tout cas moi ça m'a traumatisé la première fois. Donc voilà, je vois Aymar qui a envie de réagir. Je voulais rebondir sur ce que tu disais, Solange, et en fait, pour répondre à la question sur l'accélération du temps, je pense que ce qu'on a surtout perdu, c'est une conception de l'expérience. Et si on se demande en fait ce qu'est pour nous une expérience, on va trouver une multiplicité de réponses, mais plus vraiment de concepts. La société ne nous propose plus vraiment de concepts de ce que peut être une expérience à la fois scientifique, humaine, sociale, une expérience collective. Et c'est plutôt dans ce cadre de délitement généralisé qu'on voit apparaître ce genre de questions sur l'accélération du temps.
Et ce qui est très intéressant, c'est que dans le cadre de mon mémoire, j'ai dû lire des auteurs américains pragmatistes comme John Dewey, qui ont travaillé sur la définition de ce qu'est une expérience, en constatant dans la société américaine du XXe siècle qu'il y avait déjà cette perte de la notion d'expérience. Là où je rejoins totalement ton propos, c'est qu'il y a un des livres phares de ce mouvement philosophique américain qui s'appelle L'art comme expérience de Dewey, dans lequel le philosophe décrit ce qu'est une expérience artistique. Et l'expérience artistique devient l'expérience un peu par quintessence typique que l'on devrait chercher à vivre dans chacun des moments de notre vie. En fait, qu'est-ce qu'une expérience? C'est un moment où on a une irritation initiale qui va amener une question et qui va aller vers... donc une expérience ne peut pas être réglée à l'avance, on ne peut pas savoir vers quoi on tend. Et donc on va régler cette irritation initiale en convergeant vers un point qui est la solution. Si on est interrompu, comme tu disais, à tout moment par d'autres phénomènes, si notre attention est balkanisée, on ne peut jamais arriver à la conclusion. Et c'est là qu'on a une crise de l'expérience. Les auteurs pragmatistes, du coup, en tirent plein de conséquences intéressantes, comme notamment le fait qu'il puisse exister des concepts zombies aujourd'hui, donc des choses qu'on nous a léguées pour penser le monde qui nous entoure, mais qui ne renvoient plus aux conceptions de l'expérience que nous vivons dans la vie de tous les jours. Donc un concept zombie typique qu'on peut rencontrer, par exemple, c'est le concept de démocratie. Et c'est extrêmement difficile de penser la démocratie aujourd'hui avec le legs du XXe ou du XIXe siècle. Donc c'est à nous de faire ce travail pour repenser l'expérience présente, pour arriver à régler ce problème de l'accélération. C'est plus comme ça, du coup, je répondrai à la question. Alors de toute façon, on aura l'occasion de reparler de démocratie et d'idées de progrès. Je voudrais simplement donner la parole à Valentin pour une dernière question sur l'accélération des transports. Et peut-être tu veux nous parler de la voiture un peu? Non, je voudrais revenir sur les trottinettes. D'accord. Moi, en tant que physicien expérimentateur, je pense qu'on doit proportionner et dimensionner les techniques qu'on utilise par rapport au but qu'on vise. Donc, ce n'est pas la peine d'utiliser un marteau pour écraser une mouche. Et dans l'idée de la trottinette électrique, pour revenir sur ce que disait Marie-Mose en introduction sur le fait qu'il y a une dimension politique et collective du temps, si on veut se demander quel temps on gagne, il faut voir aussi de qui on parle en fait. C'est-à-dire qu'on gagne du temps à Paris, peut-être sur certains transports en utilisant la trottinette, encore que je pense qu'avec un vélo, qui est une technologie beaucoup plus simple, on peut aussi se déplacer très rapidement. Mais je pense qu'il faut prendre en compte le temps des personnes qui travaillent la nuit pour positionner les trottinettes et les recharger. Il faut prendre en compte le temps aussi des personnes qui meurent dans les mines en République démocratique du Congo pour extraire le tantal qui est utilisé dans les technologies de notre vie de tous les jours. Pensez aussi au temps des personnes qui travaillent dans les mines de terres rares en Mongolie intérieure, donc qui sont absolument nécessaires pour ce genre de technique, et se demander si en fait le vélo, qui ne nécessite pas tous ces minerais, n'est pas une façon plus simple de se déplacer et qui est respectueuse du temps de tout le monde a priori. Sans compter les trottinettes qui tombent en panne, on m'a dit récemment que c'était 100 jours la durée de vie d'une trottinette. C'est pas énorme? Oui, ce qui fait passer la trottinette comme moyen très environnementalement durable, en fait, c'est absolument n'importe quoi parce que tous les 100 jours, il faut changer. Enfin, c'est une nouvelle batterie tous les 100 jours et les batteries se recyclent très mal. Donc, tout à fait. Vous voyez, la composante écologique de Solange qu'on retrouvera dans la deuxième partie. Valentin, il y a un truc dont on avait parlé ensemble, c'était cet auteur qui s'appelle Ivan Illich, qui avait calculé donc, le temps qu'on prend à fabriquer les voitures, qui avait incorporé ce temps qu'on prend à fabriquer les voitures dans notre vitesse de tous les jours. En fait, on se rend compte qu'on travaille une partie de notre vie pour se payer une voiture, et que quand on prend en compte ce temps dans le rapport distance sur temps pour calculer une vitesse, la voiture nous fait aller extrêmement lentement finalement. Et donc il avait conclu, en essayant d'équilibrer l'équation, que la meilleure façon de gagner du temps, c'était de se déplacer pas plus vite que nos jambes, donc naturellement nous permettent de nous déplacer. Alors juste rapidement, avant de passer à la deuxième partie, peut-être une dernière question à propos du rythme de vie, Emma, à propos des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux font-ils vraiment gagner du temps aux relations sociales? Et même peut-être tu peux ouvrir sur les rencontres amoureuses. Est-ce que les sites de rencontres font vraiment gagner du temps à notre vie sentimentale? C'est sûr, après tout dépend de ce que l'on recherche dans notre vie sentimentale, mais ce qui est sûr, c'est que les réseaux sociaux, les applications comme Tinder
etc., accélère notre processus décisionnel. C'est-à-dire qu'on va rencontrer quelqu'un dans un temps très délimité, très mesuré, et on va prendre une décision par rapport à cette personne, à cette relation, juste après cette rencontre. Parce qu'on a accès à plein d'autres personnes grâce à ces applications, grâce à ces réseaux sociaux, donc on n'a pas à attendre, on n'a pas à faire l'effort d'étendre cette rencontre comme on devrait le faire naturellement, ce qu'on dit dans la vie réelle, in real life. Est-ce que pour toi ça dénature les relations sentimentales ou au contraire est-ce que c'est une redéfinition ? Disons que c'est une redéfinition au sens où c'est la vie sentimentale dans le pouvoir de décision immédiat. Et donc on peut décider dans l'immédiateté si on veut rester avec la personne, si on veut continuer à persévérer ou si on veut abandonner, alors que dans la vie réelle, on devrait certainement poursuivre, avoir la personne dans d'autres circonstances et tout ça. Alors, nous allons passer à la deuxième partie de notre table ronde qui va mettre en lumière Marie-Lou ici, et Emma, juste à côté. Donc, on va s'intéresser cette fois à l'impact de l'accélération technique sur la société. Alors, d'abord, on va interroger Marie-Lou, qui a beaucoup travaillé sur la politique, philosophie politique. Est-ce que l'accélération des revendications sociales, donc qui est véhiculée par l'accélération technique, est compatible avec, j'ai mis le temps politique. Voilà, tu pourras changer la question si tu veux. Alors oui, du coup, en fait, je me suis intéressée, en fait, au vu de la question de la table ronde, sur le fait de savoir la manière dont les mobilisations sociales se forment plus rapidement par le biais notamment des réseaux sociaux. Est-ce que cette mobilisation plus rapide, est-ce qu'elle ne met pas finalement en tension le temps politique, qui est un temps qui a des échéances très précises, des mandats et un temps administratif long? Et en fait, je trouve qu'aujourd'hui, en fait, on ne peut pas nier que cette accélération de l'organisation ayant trait à la demande sociale, elle est réelle, en fait. Et que finalement, je vais parler notamment du cas des Gilets jaunes, mais j'avais juste envie de revenir sur la question du printemps arabe en 2011, où finalement, ça a été le point le plus visible de cette ère d'accélération technique par le biais des réseaux sociaux, où finalement des moyens de communication tels que Facebook, qui était une plateforme qui venait des États-Unis, qui était plus perçue comme un lieu de communication entre jeunes de fac, comment cette plateforme-là, elle est devenue en fait une plateforme politique. Et ça, c'était intéressant, notamment dans la question, par rapport au printemps arabe, c'était que les personnes voulaient finalement se détourner des médias pro-régime et officiels. Et du coup, finalement, on peut dire qu'il y a eu une accélération de la révolte sociale en termes organisationnels, en fait. Donc, des populations éloignées géographiquement pouvaient s'organiser. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est allé de pair finalement avec la réponse politique dans certains pays, notamment en Égypte, où le président égyptien de l'époque a été rapidement destitué, qui s'appelle Hosni Moubarak. Et du coup, voilà, moi je trouvais ça intéressant de parler de ça. Donc il existe finalement des discrépances entre le temps de la mobilisation sociale, qui est finalement un temps de l'urgence, de l'impatience, de la compression, et le temps politique, comme je le disais, qui répond à ses propres règles. Donc ce qui est intéressant notamment, je m'étais un peu renseignée sur la question, je pense que dans la plupart des mobilisations sociales, en fait, le temps politique de réponse politique, il correspond souvent à l'inaction en fait, du politique. Et par exemple, le président de la République en France, ça c'est une fonction finalement qui est assez intéressante parce qu'il se retrouve un peu comme maître des horloges, où il doit gérer le temps de l'exécutif, le temps législatif, le temps administratif, le temps judiciaire, mais aussi le temps des médias. Donc comme je vous le disais, moi je vais parler un peu du cas des Gilets jaunes en France, qui comme vous le savez est un mouvement qui a commencé à se cristalliser en novembre 2018 sur la question de l'augmentation des prix de carburant automobile. Et notamment, ce mouvement-là, il s'est renforcé par le biais des réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, mais aussi Instagram, qui ont joué des rôles comme courroie de transmission des revendications. Donc, il a été plus aisé d'organiser des réunions, des manifestations, des rencontres dans toute la France, sur des ronds-points notamment.
et aussi se rendre à Paris conjointement afin d'obtenir une reconnaissance politique. Donc, ce que j'entends par reconnaissance politique, c'est une prise en compte intersubjective nécessaire de leurs pairs et représentantes politiques. Donc, ce qui est intéressant, c'est que finalement, avant, il fallait des mois avant qu'un mouvement social puisse toucher un territoire entier. Et là, ça a été très très rapide, il y a eu beaucoup d'effusions. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la réponse politique, elle a été plutôt rapide de la part de l'exécutif, parce que ça a été un mouvement quand même important, hein, afin de pallier à la question aux demandes sociales des personnes. Mais est-ce qu'elle a été effective ? Et en fait, tout s'est accéléré à partir du moment où le mouvement a commencé, où il y a eu des cahiers de doléances qui ont été rapidement écrits, qui ont été ensuite numérisés, qui ont été lus, triés. Et Emmanuel Macron, dès janvier 2019, il avait annoncé le grand débat national. Et du coup, en fait, on peut répondre d'une certaine manière par la positive, à la question de cette table ronde. Donc on pourrait affirmer que oui, on gagne du temps dans les mobilisations grâce à l'accélération technique et que des mouvements sociaux peuvent finalement s'organiser plus rapidement. Et en parallèle, il est également possible de connaître plus rapidement presque toute une situation sociale par le biais des médias en continu. Mais est-ce qu'on gagne du temps au regard de la réponse politique qui est lente par nature, comme on est dans un système, en tout cas en France, démocratique et délibératif? Donc peut-être que là, on pourra apporter des nuances et voire apporter une réponse négative. Certes, la réponse à chaud peut être parfois rapide, mais on ne peut pas les traiter tout aussi rapidement. La discussion est nécessaire, les délais sont parfois extrêmement longs. Et en fait, le temps politique, il s'est tiraillé dans ce genre de situation, en fait. Donc il est possible de nous interroger sur la façon dont les questions sur le fait que les questionnements par rapport à ce débat et sur la manière dont elles ont été posées et les réponses qu'il est possible d'apporter. Donc une organisation rapide ne permet pas nécessairement d'avoir le temps de réfléchir de manière effective à une structuration du mouvement. Et en définitive, il est peut-être utile de se demander si l'accélération de l'organisation sociale mène à des compressions de nos émotions et augmente nos attentes, et ce qui peut donner lieu notamment à plus de frustration et de désillusion. Le temps politique peut en tout cas la réponse politique peut perdre en qualité propositionnelle. Et aussi, un dernier point que je trouve intéressant d'aborder, c'est que finalement, la question des réseaux sociaux, elle permet de recouper beaucoup d'individus, mais à la fois, il n'y a pas de leader. Et du coup, il y a une incommunicabilité qui se crée entre les représentants et les représentantes de l'exécutif et les représentants d'un mouvement social, parce qu'il n'y en a pas. Du coup, les demandes sont formulées... c'est beaucoup plus compliqué de savoir ce qu'un mouvement veut finalement. Donc en fait, moi je trouvais ça important d'insister sur l'insurrection, les moments insurrectionnels par rapport au temps politique, surtout lorsque la population d'un État questionne le pouvoir en place. Et on va continuer cette discussion avec l'intervention d'Emma qui, elle, va nous parler d'un cas insurrectionnel d'ampleur qui est la révolution au Liban. Oui, donc je vais toucher à ces questions, mais donc au sujet de la révolution libanaise, qui serait vraiment difficile d'ignorer aujourd'hui, qui a commencé donc le 17 octobre, avec les revendications du peuple libanais qui demande la démission des élites au pouvoir, corrompues et en proie donc aux divisions sectaires. Donc le temps de la révolution, c'est d'abord un temps dans la précipitation. C'est presque toujours le résultat d'une décision collective inattendue. Il y a eu beaucoup d'abus, beaucoup de corruption, de destruction de l'environnement au Liban. Et les Libanais, soudainement, font face à cette révolution. Il y a eu des manifestations avant, des rassemblements comme le Take Back Parliament en 2011 et en 2013. Il y a aussi eu le Youth Think en 2015 ou le Beyrouth Medinati en 2016. Mais la révolution de 2019 va bien plus loin par son rassemblement, par sa capacité à rassembler des groupes qui étaient auparavant disjoints et à prendre toutes ces villes du nord au sud du pays, que ce soit Tripoli, Tyr, Beyrouth, dans la Bekaa ou même Nabatiyeh. Donc sur le temps court, l'expérience vécue est vraiment celle de l'agrégation de groupes qui auparavant étaient disjoints. Et c'est la manifestation d'une puissance qui auparavant était restée en puissance, c'est-à-dire des forces qui étaient jusque-là souterraines.
Et une manifestante partage comme ça sur Facebook, nous sommes des millions à manifester, même ceux qui auparavant étaient désillusionnés et ne votaient pas, même ceux qui ont encore peur de l'autre. Et en seulement quelques jours, nous nous retrouvons soudainement si proches de notre rêve d'un nouveau Liban. Donc la question c'est, est-ce que ce sentiment est bien réel ou est-ce symptomatique de l'effort des manifestants d'avoir une prise sur le temps, d'avoir une forme de contrôle sur l'évolution de cette révolution et des étapes qu'il reste à franchir? Donc comme on a parlé de Marie-Lou, l'accélération technique et surtout par les réseaux sociaux est pour beaucoup dans ce sentiment d'avoir un contrôle, d'avoir une prise sur le temps de la révolution. Ces réseaux sociaux ont été très importants durant le printemps arabe et ça ne fait pas exception pour la révolution libanaise. Que ce soit Facebook ou WhatsApp, les réseaux sociaux ont été utilisés pour rassembler, dénoncer, unifier. Et l'ironie, c'est même WhatsApp, emblème de l'application communication instantanée au Liban, qui a même déclenché le mouvement parce que le gouvernement voulait taxer les appels effectués par cette application. Donc aujourd'hui, après un mois de révolution, les réseaux sociaux sont surtout utilisés pour maintenir et préserver l'élan des révolutionnaires et permettre de coordonner des actions à différents points du pays. Donc il y a bien ce rétrécissement du territoire dont Marie-Lou parlait en France avec les Gilets jaunes, où on fait des sit-ins, des marches, des méditations, des concerts en simultané à différents points du pays. Et l'accélération technique est aussi pour beaucoup dans le soutien inconditionnel de la diaspora libanaise qui est scotchée à ses ordinateurs et à ses portables et qui montre, qui veut suivre en fait les actions des révolutionnaires à tout moment et dans l'instantané. Le problème, c'est comme Marie-Lou en a parlé, l'instantanéité et la vivacité des réseaux sociaux n'est pas forcément celle du temps politique. Donc au Liban, on a bien vu qu'il a fallu plus d'une semaine pour le président Michel Aoun faire une déclaration, encore plus de temps pour la démission de Saad Hariri. Donc s'il y a bien plein de revendications et de demandes de la part des révolutionnaires, ce n'est pas pour ça que le gouvernement libanais ou même que la communauté internationale avec ses institutions et ses mécanismes peut répondre dans la même vivacité, la même instantanéité. Et c'est pourquoi en fait le temps révolutionnaire est aussi un temps suspendu, un temps arrêté. Récemment, j'ai parlé à une manifestante qui me disait oui, c'est toutes mes habitudes, toutes mes routines ne sont plus là. Je ne peux plus aller travailler. Je n'ai presque plus de revenus, et donc je ne peux pas faire de projets personnels dans le futur. Je ne peux pas me projeter moi en tant qu'individu parce que je ne sais pas si j'aurai les ressources et parce que je ne sais pas en fait si le mouvement s'arrêtera demain, dans un mois, dans 6 mois, et même s'il s'arrêtera bientôt. Et donc, je suis dans ce temps suspendu, dans cet autre espace-temps qui est vraiment propre en fait au temps révolutionnaire, au temps des personnes qui sont au sein de la révolution. Et en fait, ce moment présent est donc le seul qui compte. Et même si les conséquences matérielles de la révolution sont bien réelles pour les révolutionnaires. Donc pour répondre à nos questions, les réseaux sociaux ne peuvent pas forcément prédire quand ce temps suspendu prendra fin. Ils ne peuvent rendre que ce présent plus vif de communication instantanée et infuser le peuple libanais d'un sentiment d'aller vers quelque chose, de franchir des étapes. Donc on pourrait dire que c'est plus faire gagner du temps dans l'imaginaire collectif du peuple libanais, mais pas forcément dans les institutions politiques. Pourtant, l'un ne pourrait aller sans l'autre si on veut vraiment voir le succès de cette révolution libanaise. Voilà, là, vous avez eu vraiment 2 exemples flagrants de l'impact de l'accélération technique, et en l'occurrence des communications, sur les revendications sociales, que ce soit pour le cas français et pour le cas libanais. Donc c'était le versant politique de cette partie. On va passer à un versant plus philosophique dans la partie débat, avec donc l'idée de progrès. Est-ce qu'on peut encore aujourd'hui avoir une idée de progrès ? Je pose la question que nous avons définie. Renoncer à l'accélération, est-ce renoncer au progrès ? Et puis Aymar, qui va prendre la parole, s'est demandé si en particulier l'écologie, de façon un peu ampoulée, est le nouveau visage ou bien le cercueil de l'idée de progrès. En fait, c'est le thème de la table ronde, c'est du coup le fait d'aller plus vite nous fait-il réellement gagner du temps ? Et la personne qui a posé la question, via le réellement, se posait déjà la question du fait, est-ce qu'on peut se poser vraiment cette question ? Enfin, la question n'a pas l'air forcément légitime, puisqu'on est tous convaincus, a priori, que cette accélération dans laquelle nous avons l'impression de vivre, qui est une impression largement partagée parmi nos contemporains, n'est pas légitime.
Et donc tous opposés à l'accélération, une question qu'on peut se poser à nos générations, c'est comment redéfinir ce qu'est le progrès et ce qu'est être conservateur. Sommes-nous tous devenus conservateurs? Alors le mot a une connotation parfois péjorative ou négative, mais ce n'est pas du tout le sens dans lequel je l'emploie. En fait, conserver ce qui existe, conserver la planète, arriver à revenir à un mode de vie plus sain, est-ce que ça s'oppose forcément à l'accélération et comment est-ce qu'on situe ces deux questions les unes par rapport aux autres? Le fait de vivre dans un système technicien nous donne l'impression de ne plus pouvoir nous dépêtrer. Ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est que je pense que du coup, c'est la perte de l'idée d'expérience qui nous donne l'impression qu'on a perdu de la liberté et qu'on perd notre temps. Donc oui, c'est une question que je trouve tout à fait légitime. Samia. Oui, je voudrais juste rebondir sur cette idée d'une perte de l'idée d'expérience. Parce que justement, ce dont viennent de nous parler Marie-Lou et Emma, c'est que précisément, il y a aussi certains moyens qui nous permettent au contraire de faire connaître une expérience collective. On a pris dans les révolutions, ou même dans les mouvements de contestation sociale, c'est extrêmement saillant. Et donc justement, c'est aussi un moyen au contraire, de faire reconnaître cette expérience et de la faire reconnaître comme légitime. Donc après, tout dépend évidemment de la définition qu'on donne à ce que c'est que l'expérience. Mais en tout cas, je pense qu'on ne peut pas simplement dire qu'il n'y a plus de notion d'expérience ou qu'on perd ce que c'est que l'expérience, parce que de toute façon, c'est quelque chose qu'on vit de toute façon au quotidien. Je voudrais qu'on entende Solange qui travaille en philosophie de l'écologie, et notamment, on va lui passer le micro, est-ce que tu penses que l'écologie, justement, peut être une idée qui nous fédère tous et qui peut reconstruire en quelque sorte une idée de progrès? Réhabiliter, si on veut. Alors, réhabiliter une idée de progrès. Oui, je voudrais parler, en écologie, il y a aussi cette tension du temps long et du temps court, parce que nous sommes en état de crise écologique, je pense que nous sommes tous ici d'accord pour le dire. Donc en même temps extrêmement pressé, il faut réagir extrêmement vite, changer nos modes de vie, changer probablement aussi l'économie et le marché. Et en même temps, l'écologie est quelque chose qui se passe sur le temps long, c'est-à-dire sur des modèles souvent qui prédisent à des échelles de temps assez longues, 50, 100 ans. Et les processus écologiques sont aussi plutôt sur le temps long. Les extinctions, par exemple, prennent un certain temps. Donc il y a toujours cette tension entre réagir vite et des modèles scientifiques qui ont des prédictions plutôt sur le temps. C'est même le seul domaine, finalement, tu ne trouves pas, où on parle de 2050, 2100 même, alors que finalement, en politique, où on pourrait aussi avoir une idée de progrès, on s'arrête à 2022, la prochaine élection présidentielle, quasiment. Enfin, on n'est pas du tout dans les mêmes temporalités. Et c'est sans doute aussi le problème de la politique, enfin de l'écologie en politique. Et donc on rejoint un petit peu ce que vous nous avez dit tout à l'heure, que les deux temps de décision politique et de la réalité ne sont pas du tout les mêmes, effectivement. Marie-Lou. Oui, je pense que tu t'en parles très très bien. Enfin, il y a vraiment une tension finalement entre les deux. Le problème, c'est qu'on sait que si on fait des actions écologiques, genre d'un point de vue personnel, ça va pas suffisamment avoir d'impact, contrairement à des accords internationaux. Mais c'est impossible au vu d'intérêts réalistes des États qu'il se passe quelque chose en fait. Et il y a vraiment un problème à partir de ce moment-là. Et c'est pour ça qu'on parle de crise écologique, je pense. Mais après, en fait, moi, j'avais envie de revenir sur un point concernant la question du progrès. Et je pense que c'est un terme aussi il faut faire attention sur la manière dont on l'utilise, parce que ça peut être aussi le progrès d'aller vers une écologie, des moyens techniques verts. Et je pense que c'est un jugement de valeur de penser, assez important finalement, de penser que le progrès, c'est aussi une technologie toujours plus multipliée en fait. Et voilà, je trouve c'est important pour moi de nuancer la question. Enfin. Oui, non, juste pour rebondir sur ça, je pense qu'il y a vraiment une perception du progrès dans cette surproduction, cette quantité,
Et on pourrait voir le progrès plus comme une façon, ou disons une capacité à s'adapter et à concevoir le futur, plutôt que dans cette logique de croissance, je pense. Et c'est là où, disons que ça aurait une prise sur le combat écologique. Dernière réaction peut-être ? Oui, dernière réaction. Et effectivement, ce que tu dis est très juste, parce que c'est-à-dire on a énormément de moyens déjà pour stopper la crise écologique et on a besoin de... C'est-à-dire, on pourrait évidemment améliorer nos technologies pour le faire mieux, mais on a déjà tout ce qu'il nous faut pour réagir dans l'immédiat. Donc on n'a pas besoin de progrès dans l'immédiat pour enrayer la crise environnementale. Eh bien, nous allons passer déjà à la troisième partie de notre table ronde. C'est l'impact de l'accélération technique, donc maintenant sur la recherche scientifique. Donc c'est les deux derniers qui n'ont pas encore eu leur moment de gloire, Aymar et Valentin, qui vont nous parler de la recherche scientifique. Alors d'abord Valentin, donc tu as travaillé, Valentin qui est tout juste docteur, tu as travaillé donc pendant 4 ans, c'est bien ça, au laboratoire Kastler-Brossel, donc vraiment en physique fondamentale, en physique quantique, n'est-ce pas? Et alors, tu as eu l'occasion d'acquérir beaucoup de données à petite échelle. Tu as travaillé sur une relativement petite expérience par rapport à d'autres comme le CERN par exemple, où on acquiert beaucoup de données. Je vous renvoie à la conférence de Frédéric Bordry d'hier qui a évoqué ce point. Et donc tu as acquis beaucoup de données. Est-ce que le fait d'acquérir ces données plus vite fait gagner du temps à la recherche scientifique? Oui, alors on a parlé de plusieurs façons d'envisager le temps. En physique, quand on parle de vitesse, on peut parler de vitesse de déplacement, mais on peut aussi parler de fréquence en fait. Et c'est un concept qui est très relié à celui de temps. Et un aspect assez important dans les expériences, c'est la fréquence d'acquisition de données. Alors pour illustrer un petit peu ça, je vais vous parler donc de mon domaine qui est la physique quantique, et je vais essayer de vous dire à quoi ça sert d'acquérir vite des données. Alors pour ça, je vais partir d'une toute petite expérience de pensée pour vous parler de ce que c'est que la physique quantique. Donc la physique quantique, c'est une théorie qui décrit ce qui se passe à toute petite échelle, et notamment à l'échelle des atomes. Et c'est une théorie qui est souvent présentée comme une théorie un peu bizarre, contre-intuitive. Il y a plein de choses qui ont été dites sur le sujet. Et alors, une des bizarreries qu'on trouve en physique quantique, c'est la possibilité d'être dans une superposition d'états. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Donc une petite expérience de pensée pour s'imaginer. Imaginons qu'on ait 2 fentes et qu'on envoie des photons un par un sur ces fentes, de telle façon qu'ils puissent passer par n'importe laquelle des 2 fentes. Dans ce cas-là, on va avoir ce qu'on appelle un état superposé. Donc quand on envoie un photon, il va être dans une superposition d'états entre la fente de gauche et la fente de droite. Donc tout se passe comme s'il passait par les 2 fentes en même temps. Alors, pour essayer de comprendre ça, on peut se demander ce qui se passe si on met un détecteur. Donc si on met un détecteur après chaque fente et qu'on regarde la probabilité de trouver le photon soit à gauche, soit à droite, on va le trouver la moitié du temps dans la fente de gauche et la moitié du temps dans la fente de droite. Alors ça ne nous fait pas une superposition d'états, parce que ça pourrait être juste du hasard, une fois sur 2 on l'envoie à gauche, une fois sur 2 à droite. Pour avoir une superposition d'états, il faut avoir un phénomène qu'on appelle l'interférence quantique. Et pour ça, il faut enlever nos 2 détecteurs et regarder ce qui se passe un petit peu plus loin. Et donc, par exemple, mettre un écran qui est capable de détecter un par un où arrivent les photons et à quelle position de l'écran. Alors, si on fait ça, ce qu'on va voir, c'est qu'on va avoir des franges sombres sur lesquelles il n'y a aucun photon qui arrive, et des franges plus éclairées sur lesquelles on a beaucoup de photons qui arrivent. Donc ça, c'est une interférence, c'est un petit peu comme ce qui se passe si vous jetez 2 cailloux à la surface de l'eau. Vous allez avoir des endroits où les ondes qui sont créées par les 2 cailloux sont en phase, et donc on va avoir une oscillation assez forte, et des endroits où les ondes sont en opposition de phase, et donc ça ne va pas du tout bouger. Alors moi, je n'ai pas réalisé cette expérience-là, j'ai réalisé une expérience un petit peu différente. Dans mon laboratoire, on travaille avec des photons aussi, et ces photons, on les piège entre des miroirs. Alors j'ai l'habitude d'expliquer ça avec mes mains, mais là j'ai qu'une seule main, donc ça va être un peu compliqué, désolé. Mais l'idée, c'est simplement qu'on prend 2 miroirs et qu'on les met l'un face à l'autre. Et donc si vous prenez 2 miroirs et que vous les mettez l'un face à l'autre, si vous envoyez un photon, il va être réfléchi sur le premier miroir, partir dans la direction du deuxième, être réfléchi, et ainsi de suite, et faire des allers-retours entre les miroirs. Et donc avec 2 miroirs, on peut faire une boîte à photons dans laquelle on est capable de piéger un photon. Et nous, dans nos expériences, on a des miroirs de qualité suffisante pour pouvoir piéger un photon pendant quelques dizaines, voire la centaine de millisecondes, ce qui est très très long à l'échelle du photon.
Et donc, une fois qu'on fait ça, on piège notre photon entre les miroirs et on envoie des atomes qui vont interagir un par un avec la lumière et qui vont nous permettre de faire des mesures dessus et de la manipuler. Et alors moi, dans ma thèse, j'ai travaillé sur une expérience où on avait 2 boîtes à photons, en fait, donc 2 paires de miroirs, et je les ai préparés dans une superposition d'états. Donc c'est un peu l'analogue de ce que je vous disais tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, le photon passe pas par 2 fentes, mais il est dans 2 boîtes en même temps. Et ensuite, pour mesurer ça, on a besoin de faire une expérience d'interférence quantique. Et pour ça, on envoie des atomes qui vont passer entre les miroirs et qui vont être capables d'absorber ou non le photon suivant une différence de phase, d'une phase qu'on appelle la phase quantique, entre les 2 boîtes à photons. Et donc, cette expérience-là, elle nous permet de mettre en évidence le fait qu'on a un photon à 2 endroits à la fois. Mais pour ça, il faut mesurer des probabilités. Et en physique quantique, on mesure toujours des probabilités. Et pour mesurer une probabilité, il faut répéter l'événement plein de fois pour déterminer quelle est la probabilité que le photon soit absorbé ou qu'il soit laissé entre les miroirs. Et donc ça demande de répéter beaucoup l'expérience. L'expérience dure quelques millisecondes, voire une dizaine de millisecondes, ce qui fait qu'on peut la répéter 100 fois par seconde. Et il faut répéter ça des milliers ou des dizaines de milliers de fois, ce qui peut prendre beaucoup d'heures simplement à faire des moyennes sur les expériences pour être capable de dire si on avait un état intriqué ou pas. Et alors, moi, donc dans ma thèse, j'ai travaillé en fait beaucoup sur une méthode de reconstruction d'état. Donc l'idée, c'est de reconstruire l'état de ce photon qui est à 2 endroits à la fois. Et pour ça, on a une approche un petit peu originale. Donc habituellement en physique quantique, quand on veut faire ça, on fait ce qu'on appelle une tomographie, ce qui veut dire qu'on effectue tout un ensemble de mesures qui vont nous donner un peu comme des coupes de notre état. Et connaissant les coupes, selon différentes directions de mesure, on pourrait dire, on est capable de reconstruire cet état. Et nous, en fait, on a utilisé une méthode un peu plus compliquée que ce que les gens font habituellement. Plutôt que de faire des mesures successives, en fait, à chaque fois qu'on prépare notre état, où on a un photon qui est à 2 endroits à la fois, on envoie des séries d'atomes qui l'étudient pendant toute sa trajectoire. C'est-à-dire que le système évolue, et on fait des mesures dessus, donc en plus on le perturbe, mais on regarde comment il évolue, comment il suit cette trajectoire quantique. Et de cette façon-là, on acquiert beaucoup plus d'informations dessus. Et ce qu'on a été capable de montrer, c'est que pour une répétition donnée de l'expérience, pour une préparation de ce photon à 2 endroits à la fois, on acquiert plus d'informations. Et donc, en faisant des mesures qui sont plus longues, parce que c'est plus long de laisser l'état évoluer, on est capable de mieux reconstruire l'état. Et donc, dans ce cas-là, c'est un avantage d'aller assez lentement, finalement. Alors, pour conclure un peu sur ce point, en physique, des fois c'est utile d'acquérir des gros jeux de données, donc c'est ce dont parlait Gauthier tout à l'heure, mais aussi ce qu'on aime bien souvent, c'est avoir un signal qui est clair, significatif, et qui nous donne directement de l'information, soit sur un paramètre qu'on veut mesurer, soit sur une hypothèse qu'on veut valider ou infirmer. Et finalement, la physique quantique, elle s'est développée comme ça, parce que les expériences dont je vous parle, où on joue avec un photon ou un atome à la fois, elles n'existaient pas au début du XXe siècle quand on a développé cette théorie. Donc on se basait sur des mesures qui étaient des preuves très très indirectes de la physique quantique, en fait. Et donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui revient souvent en physique, l'idée qu'il vaut mieux avoir un bon signal et en tirer des choses plutôt que d'acquérir des tonnes de données qu'on va de toute façon jeter à la fin parce qu'on n'aura pas le temps de les étudier. Et donc je vais laisser peut-être Aymar vous parler un petit peu plus de ce qu'on peut faire quand on a des données. Est-ce que c'est utile d'en avoir plein ? Je vais juste peut-être faire remarquer que le fait d'aller plus vite nous fait-il réellement gagner du temps ? La réponse n'est donc pas toujours non, un non catégorique, et qu'en l'occurrence, dans le cas de la reconstruction d'états quantiques, c'est un avantage. À moins qu'Aymar nous dise le contraire. Aymar va nous parler plus épistémologie, aspect philosophie de la recherche scientifique. Et donc, est-ce que le fait de pouvoir en l'occurrence calculer plus vite avec des méthodes de machine learning, notamment de deep learning, peut faire gagner du temps à la recherche scientifique? En fait, on peut prendre le problème à l'envers et se demander, dans une époque d'instantanéité, d'immédiateté, qu'est-ce qui nous prend encore du temps? Qu'est-ce qui est contre cette accélération que l'on vit, par exemple, dans le monde scientifique? J'ai juste 2 exemples à développer, très particuliers. On peut, par exemple, volontairement ou involontairement, mettre en retard un programme de recherche scientifique de façon à faire durer des recherches et à ne pas arriver à conclure. En fait, l'impossibilité de conclure, c'est une des caractéristiques souvent de certains programmes de recherche scientifique contemporains.
On a tout un mouvement de recherche aux États-Unis qui s'est rassemblé autour d'un monsieur qui s'appelle Robert Proctor, qui s'appelle l'agnotologie, c'est-à-dire l'étude de la production d'ignorance, et qui a pour but d'ignorer tous les moyens par lesquels on peut faire naître de l'ignorance dans l'opinion publique ou dans le monde académique et scientifique. Donc notamment poser des problèmes extrêmement complexes avec des jeux de données complètement insolubles et intraitables, même avec les moyens de calcul contemporains, est une des méthodes utilisées par les gens qui n'ont pas d'intérêt ou peu d'intérêt à ce que la vérité éclate au grand jour. Donc vous pouvez avoir l'impression de mener des recherches, embaucher des vrais scientifiques, entre guillemets, mettre en place des programmes de recherche sérieux, leur donner toutes les données qu'ils veulent, voire les noyer dans les données, ce qu'on peut appeler l'offuscation, et faire en sorte qu'ils ne trouvent rien finalement, et pouvoir continuer à mener vos activités, par exemple économiques, en parallèle, contre la vérité scientifique, en quelque sorte. Donc ça, c'est un premier exemple. C'est-à-dire qu'on peut avoir une accélération dans le calcul, et qui est d'ailleurs souvent souhaitable, mais on peut avoir une perte de temps complètement généralisée au niveau global quand les programmes de recherche sont mal organisés. Deuxième point, avoir une accélération dans nos capacités de calcul, dans nos capacités de traitement, ne nous aide pas forcément à mieux comprendre le monde. C'est-à-dire que dans le monde qui nous entoure, si on prend une très grosse base de données, c'est souvent ce que j'ai à faire dans ma pratique du code quotidien, on peut trouver une infinité de relations. En fait, on peut même prouver que dans toute relation, à partir d'une certaine taille, on peut la trouver dans une base de données. Ça amène à une conclusion, c'est que la plupart des choses que nous pouvons observer dans la vie de tous les jours sont en fait des corrélations hasardeuses. On peut lier à peu près n'importe quelle variable dans cette salle. La taille des gens avec la taille des tables. Vous savez, c'est ce fait de retrouver par exemple le nombre d'or à peu près partout, dans toutes les peintures du Louvre. On peut trouver des relations entre à peu près tout et n'importe quoi. Donc ce qui commence à avoir de l'importance, c'est pourquoi en fait, à quoi servent les sciences? Quel intérêt a-t-on à trouver des relations quelque part? C'est le principe des lois de la nature. On trouve des lois pour arriver à se souvenir de phénomènes plus facilement. Que PV égale nRT, c'est simplement pour se souvenir qu'il y a une relation entre le volume et la pression d'un gaz, par exemple. Le point essentiel, c'est que même avec des capacités de calcul énormes, si on ne sait pas ce qu'on cherche, on peut rien trouver, on va rien trouver. Donc on ne peut pas automatiser la science comme on l'entend souvent dans de nombreux refrains. On a de plus en plus des gens qui, avec du machine learning, trouvent des lois scientifiques automatiquement. C'est assez douteux, on peut trouver probablement des lois assez simples, parce que l'essentiel des lois qu'on va trouver n'ont probablement aucun intérêt en fait. Est-ce que juste peut-être pour terminer, tu pourrais nous dire si selon toi, on peut redéfinir la recherche scientifique non plus comme la vérification d'hypothèses, comme ça l'a longtemps été, mais peut-être aujourd'hui comme le processus pour choisir les bonnes hypothèses qu'on va ensuite pouvoir vérifier. Exactement. En fait, on a une longue tradition philosophique au XXe siècle qui tend à définir la science comme la vérification d'une hypothèse. Et depuis les années 70, avec on a ce qu'on appelle le fonctionnalisme d'un Américain qui s'appelle Putnam, ou des mouvements autour du machine learning aux États-Unis, l'idée que la science tient avant tout à proposer la bonne hypothèse. Et on appelle un génie scientifique, comme d'ailleurs on a eu la chance d'avoir à Time World, des gens qui sont capables de proposer la bonne hypothèse de façon à débloquer une situation. C'est là où repose l'intérêt d'une expérience, puisque la vérification, très souvent, devient très facile ou beaucoup plus facile qu'avant. Alors, on arrive malheureusement à la fin de la partie de la table ronde. Enfin, on aimerait laisser quelques questions au public, donc on va passer aux conclusions personnelles. On va commencer par l'autre bout de la table, par symétrie par rapport aux présentations. Conclusion personnelle qui est une carte blanche par rapport à tout ce qui a été dit depuis tout à l'heure. Valentin. Oui, alors moi je voudrais revenir un peu sur cette idée que c'est intéressant de dimensionner les technologies et les techniques qu'on utilise au but qu'on vise. En fait, je pense qu'il y a un vrai enjeu sur cette question de prendre en compte tous les aspects des techniques qu'on utilise. Et c'est vrai notamment en sciences. Il y a un mouvement actuellement, il y a des gens qui travaillent à développer des outils scientifiques qui soient peu chers, qui soient soutenables, qui soient robustes, donc qui puissent être utilisés dans des conditions réelles, on va dire, sur le terrain. Et je pense qu'on a besoin de cette réflexion-là, même si ça ne nous amène pas forcément à développer des instruments de pointe, mais des fois simplement à redécouvrir des techniques qui existaient déjà. Et c'est une vraie partie de la recherche qui est des fois un petit peu négligée, en fait. Solange. Je voudrais revenir très rapidement
un peu aux trottinettes. Et notamment parce que ça m'a un peu trotté dans la tête. Et finalement, l'intérêt de prendre la trottinette n'est pas seulement de gagner du temps, mais aussi peut-être de prendre plaisir. Enfin, je suis cycliste moi aussi, donc je n'aime pas beaucoup les trottinettes. Mais je fais du vélo comme certains vont peut-être à la pêche. Enfin, c'est-à-dire que c'est un moment, c'est une expérience. Ça rejoint peut-être un petit peu ce dont tu parlais sur l'art. C'est un moment qu'on prend pour nous. Et certes, ce sont des transports qui vont peut-être moins vite, mais c'est des transports qui peut-être nous font aussi gagner du temps sur l'après, parce que quand on rentre chez nous, quand on arrive ensuite, on est tout de suite opérationnel pour faire la prochaine tâche et on n'a pas à se reposer du métro ou je ne sais trop quoi qu'on aurait pris. Donc peut-être certains transports permettent aussi d'avoir une autre dimension et une autre dimension plus spirituelle peut-être. Voilà. Donc peut-être que la trottinette fait du bien à certaines personnes. Il semble y avoir une conclusion qui se dégage, c'est une incompatibilité fondamentale entre les trottinettistes, je ne sais pas comment on dit, et les cyclistes. Marie-Maude. Oui, d'abord pour rebondir là-dessus, je crois qu'il y a dans le deuxième livre, ou en tout cas le livre qui suit l'accélération du livre de Hartmut Rosa, il propose d'ailleurs des pistes de solutions. Et tu peux m'aider peut-être avec c'est quoi le terme de quand que les événements ont soudainement un sens pour nous et qu'on peut être en phase avec la temporalité. En fait, je pense que cette notion-là rejoint beaucoup celle d'expérience que toi tu as mentionnée, puis celle de prendre plaisir aux choses. Donc, Hartmut Rosa nous parlait du fait que souvent les événements et le fil des événements qui se déroulent n'ont plus un sens pour nous. Puis c'est quand on réussit à aller chercher ce sens-là qu'on peut redevenir en meilleure relation avec le monde. En tout cas, je ne veux pas non plus dire toute sa pensée. Là, oui, c'est le mot de résonance, je pense, que tu cherchais. Voilà, le mode de résonance. Donc, je pense qu'ici, on est tranquillement en train d'arriver à peut-être une partie de cette réflexion-là aussi sur la résonance. Mais outre ça, je suis vraiment fascinée de voir que des gens avec une perspective aussi différente, des bagages disciplinaires aussi différents peuvent se rejoindre sur des thèmes communs. Et le temps est vraiment ce genre de sujet qui peut nous permettre d'avoir des intersections. Puis je pense que c'est riche aussi pour générer. C'est pour ça qu'aussi on a le congrès Time World. Oui, de exact. façon je trouve que plus générale. Oui, c'est un thème qui vraiment touche tout le monde. Puis qu'on parle du thème de temps commun, du temps objectif ou du temps subjectif, ben, il y a vraiment des intersections à faire. On peut quand même susciter une réflexion qui entoure ces trois sujets-là. J'annonce qu'il y a un autre thème fédérateur qui sera annoncé ce soir. Pour l'instant, je le garde secret pour le congrès de l'année prochaine. Restez jusqu'au bout. Marie-Lou. Alors moi, j'aimerais bien conclure de manière assez simple. En fait, c'est que finalement, la question de l'accélération du temps, on a l'impression que c'est lié à notre génération aussi avec l'accélération technologique, mais en fait c'est une question qui a traversé les âges en fait depuis l'Antiquité au moins. Et en fait, je trouvais ça juste intéressant de parler d'Alfred de Musset dans Confession d'un enfant du siècle. En fait, il parle notamment de ses ancêtres qui ont fait la Révolution française et qui parlaient de l'accélération par la Révolution, une remise en cause du temps politique, quelque chose que lui ne vit pas et qu'il est dans une apathie de son siècle. Et je trouve ça intéressant parce qu'il met un espèce de frein en disant « Ah, moi aussi, j'aimerais avoir connu cette accélération du temps-là ». Et en fait, on la vit tous et toutes, et on la vivra toujours. Et je pense que c'est pas forcément lié à notre point de vue actuel, je pense. Voilà. Emma. Oui, justement, pour ce point de vue actuel, peut-être ce point de vue d'une génération de millénium, si on reprend ce concept d'expérience, je pense ça me frappe que notre génération essaye de recréer justement ces moments où on vit le temps autrement, on vit l'expérience autrement. Et là, je pense... voilà, l'art est un exemple, mais je pense surtout à ces festivals dans lesquels on va et on décroche de nos portables, on décroche de nos montres et on vit juste l'instant présent avec nos amis, avec nos familles si elles sont là. Donc il y a vraiment, je pense, ce désir d'échapper à l'imposition de ce temps accéléré en créant ces expériences alternatives. Donc en fait, peut-être chaque génération est-elle dans cette redéfinition du temps vécu et que là on veut parler, pour nous en tout cas, cette redéfinition elle passe
par l'art, par le théâtre, peut-être par la réalité virtuelle, par ces nouvelles technologies, mais aussi par ces expériences dans les festivals. Et voilà. Voilà, l'importance d'échapper à cette accélération. Peut-être tu veux rebondir aussi là-dessus ou ce que tu veux. Oui, oui, il y a quelque chose qui me marque aussi et qui en fait revient, enfin qui, je trouve un peu au cœur de toutes nos interventions, c'est que dans toutes différentes disciplines, donc en sciences, en politique, dans la vie quotidienne, l'accélération du temps, en fait, à chaque fois, elle est solidaire d'une automatisation, en fait, quelque part, soit d'une automatisation donc de techniques, donc avec la digitalisation, qu'on retrouve avec les réseaux, enfin les supports qui permettent d'avoir accès à des réseaux sociaux, mais aussi qui permettent de calculer plus vite et de traiter plus facilement des données, mais c'est aussi une automatisation du comportement. Et en fait, à ce moment-là, ça rejoint exactement ce que vous venez de soulever, Marie-Maud et Emma, qui est que l'accélération du temps, on la vit en fait comme quelque chose déjà qui est imposé, et l'automatisation, c'est une manière en fait de réagir qui fait qu'on se coupe du sens qu'on pourrait accorder à ce qu'on vit et qu'on se coupe aussi de la possibilité de faire un choix. Et à mon sens, la question de l'accélération du temps vécu, elle pose aussi cette question-là. Et pour terminer, Emma. Juste ajouter, je suis tombé l'autre jour sur un petit livre de Sénèque qui s'appelle De la vie tranquille et qui moque les bourgeois romains qui vivaient une vie agitée à Rome. Donc c'était déjà une génération qui s'interrogeait sur l'accélération du temps il y a bien longtemps. Ben voilà, on termine sur Sénèque et maintenant on vous laisse la parole pour une petite dizaine de minutes. Si vous avez des questions, peut-être si on peut éclairer la salle, s'il vous plaît. Merci. Allez-y, n'hésitez pas. Merci pour votre intervention. Une question sur la dernière partie, lorsqu'on parlait des méthodes calculatoires qui sont sans cesse accélérées, et quand Emma, tu disais que du coup le progrès venait plutôt de l'hypothèse que de la résolution de l'hypothèse, est-ce que c'est pas un petit peu dangereux et est-ce que ça mènerait pas à une science qui serait totalement décorrélée de la partie calculatoire, d'une science qui ne prendrait pas le temps de faire les calculs et qui, du coup, aurait moins la capacité à suggérer des hypothèses? Il y a des auteurs qui sont à Carnegie Mellon aux États-Unis qui essaient de justifier l'intérêt du rasoir d'Occam pour sélectionner des hypothèses. Donc, en fait, sélectionner l'hypothèse la plus simple, souvent, en fait, il n'existe pas aujourd'hui, à ce que je sais, de démonstration que le rasoir d'Occam permet d'arriver à la vérité plus rapidement. Donc, sur le rasoir d'Occam, c'est choisir l'hypothèse la plus simple. Et notamment, un des arguments, c'est que choisir l'hypothèse la plus simple à chaque étape de ton raisonnement, ça permet de limiter le nombre de fois où tu vas te tromper et donc arriver à une fausse découverte, c'est-à-dire une découverte que tu vas remettre en cause par la suite. Et donc, choisir l'hypothèse la plus simple, a priori, selon ces auteurs de Carnegie Mellon, permet de converger plus rapidement vers la vérité, c'est-à-dire de limiter le nombre de fois où tu vas te faire réfuter à l'avenir. Une autre question? Une remarque? Quelqu'un qui voudrait défendre les trottinettes aussi, peut-être? Je voudrais dépasser le temps des trottinettes et revenir aux Grecs. Ils avaient une conception double du temps. Chronos, ce fameux temps que nous avons tellement rencontré aujourd'hui, qui court, qui détruit, qui dévore, chronophage. Mais ils avaient un autre temps. Ce temps, il était défini à travers kairos, le temps de la juste opportunité, le temps quand le mental quelque part s'arrête, nous sommes en face d'un coucher de soleil et nous vivons un rapport direct, immédiat, entre notre âme et le temps. Peut-être aujourd'hui pourrions-nous redonner une petite place à ce temps de kairos pour simplement trouver un souffle nouveau par rapport à l'avenir. Merci beaucoup. Tant que le micro arrive. Voilà.
rapport aussi, pour faire le lien entre ce que vient de dire Madame et le fil des événements qui se déroulent sans plus qu'il y ait de sens. En 2017, en octobre 2017, il y a eu une séance à l'Académie des sciences sur la notion d'espace. Et Henri Poincaré avait développé les notions d'espace sensoriel par rapport à nos organes des sens, quoi. Et donc il y avait le mathématicien qui a organisé ça, Étienne Gis, avait invité un neuroscientifique qui analysait comment on a le sens de l'espace. Et donc c'est pour mettre en lien un peu le temps et l'espace. Le fait quand on fait du vélo ou qu'on regarde un coucher de soleil, qu'on reprend conscience de l'espace et d'être en participation peut-être d'un tout, où le phénomène de temps qui s'arrête survient de cela, de reprendre conscience de notre, de notre universalité même, humanité. Voilà, quoi. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, à propos des réseaux sociaux qui permettent de savoir tout ce qui se passe au monde, notamment sur les mouvements des Gilets jaunes ou dans la révolution libanaise, mais est-ce qu'on prend vraiment le temps de vérifier la fiabilité des sources? Parce qu'en fait, je suis libanais et tout ce que je vois sur les vidéos, sur les réseaux sociaux, et ce n'est pas juste pour la révolution libanaise, c'est même pour n'importe quel mouvement. Parfois, ils disent n'importe quoi, donc on ne prend vraiment pas le temps de vérifier les sources et de savoir d'où ils viennent. Et c'est pareil pour les recherches scientifiques. Parfois, dans la thèse, on est trop désespéré de trouver une information, qu'on tombe sur un article qui n'est pas juste, qui n'est pas fiable, sauf qu'il y a cette information et notre recherche est basée sur cette information. Donc, tout le temps qu'on pense qu'on a gagné est en fait perdu. C'est juste Je pense qu'on va avoir une double réponse d'Emma et de Valentin. Oui, merci de dire ça. Je pense que c'est très vrai que les réseaux sociaux créent... en gros, il y a une construction du temps qui se passe dans les réseaux sociaux. Et c'est ce que je disais, c'est que c'est plus l'expression d'un imaginaire collectif plutôt que la réalité objective telle qu'elle est de la situation politique au Liban. Donc ce qu'on voit, en fait, ce qui se dessine dans les réseaux sociaux, c'est ce vers quoi les révolutionnaires tendent. Et ce qu'ils tendent vers, c'est quelque chose de très subjectif. Donc c'est pour ça que, comme vous le dites très justement, la fiabilité de ce qui est sur les réseaux sociaux n'est pas vraiment là. C'est juste l'expression d'individus révolutionnaires qui tendent vers certains objectifs qui sont proprement personnels. Et c'est pour ça qu'il faut les prendre tels qu'ils sont et non pas comme des vérités absolues sur ce qui se passe en ce moment. Valentin, peut-être sur la fiabilité des informations scientifiques. Oui, alors en sciences, je pense qu'il y a aussi... Il faut aussi remettre en contexte les informations auxquelles on a accès. Et en général, quand on travaille dans un domaine où on a suffisamment de collègues, on a la possibilité de croiser différentes informations. Et ça fait partie du travail scientifique, comme ça fait partie du travail journalistique aussi, normalement, de recouper les informations et d'essayer de vérifier qu'on n'est pas en train de se laisser complètement influencer par une source en particulier. Et c'est vrai que dans la thèse, des fois, on veut aller un peu vite. Est-ce qu'on en a le temps? Parce que plus il y a d'informations, moins on a de temps pour les vérifier. Oui, alors il y a une certaine pression, des fois, qu'on peut tout à fait ressentir quand on fait du travail de recherche, donc la pression de publier, et c'est quelque chose qui est vraiment énormément revient dans les conversations entre chercheurs.
Et c'est vrai que c'est important aussi d'être capable de prendre le temps pour vraiment vérifier que ce qu'on fait est fiable. Et moi, j'en sais quelque chose, puisqu'il nous a fallu à peu près 4 ans pour écrire un article de recherche pendant ma thèse. Donc, on a pris le temps de peser le pour et le contre. Mais oui, je pense qu'il faut être capable de résister un petit peu à cette pression de publier et prendre le temps de bien réfléchir à ce qu'on fait. Et c'est vrai que des fois, on a des collègues qui sont pressés d'aller directement au but. Et il ne faut pas hésiter à un petit peu temporiser, à dire non, on n'a pas encore exactement tout vérifié. Parce que c'est ça qui apporte des choses vraiment nouvelles en général. C'est là, quand on essaie de vérifier le plus possible, qu'on a des idées nouvelles et intéressantes qui, des fois, ont été complètement... sur lesquelles la communauté est passée un peu vite, quoi. Eh ben, c'était le mot de la fin, ou presque, puisque nous aimerions terminer par une lecture de texte, en l'occurrence. Donc, vous l'avez compris, cette table ronde était consacrée donc à l'impact de l'accélération technique sur le rythme de la vie, sur la société et sur la recherche scientifique. Mais il y a en l'occurrence un texte d'Heidegger, extrait de Essais et conférences, donc, qui a été paru dans la version allemande en 1954, qui entre particulièrement en résonance, je reprends le mot à nouveau, avec notre société, et donc qui va peut-être ouvrir cette table ronde à quelque chose d'un peu plus métaphysique, une interprétation plus métaphysique de gagner du temps. Donc le fait d'aller plus vite nous fait-il réellement gagner du temps? Ce texte va peut-être vous répondre sur est-ce que le fait, cette accélération technique est un bon moyen pour apprécier mieux les choses? Et donc nous vous laisserons en compagnie d'Heidegger. Je vous lis ce texte. Donc c'est extrait de la conférence qui s'appelle « La chose ». Dans le temps et dans l'espace, toutes les distances se rétractent. Là où l'homme n'arrivait jadis qu'après des semaines et des mois de voyage, il va par air en une nuit. Ce dont l'homme autrefois n'était informé qu'après des années, ou dont il n'entendait jamais parler, il l'apprend aujourd'hui en un instant, heure, par la radio. Mais ce qui supprime de la façon la plus radicale toute possibilité d'éloignement, c'est la télévision, qui va bientôt parcourir dans tous les sens pour y exercer son influence souveraine, toute la machinerie et toute la bousculade des relations humaines. L'homme dans le temps le plus court arrive au bout des trajets les plus longs. Il fait passer derrière lui les plus grandes distances et place ainsi devant lui toute chose à la distance la plus petite. Seulement, cette suppression hâtive de toutes les distances n'apporte aucune proximité, car la proximité ne consiste pas dans le peu de distance. Ce qui, grâce à l'image du cinéma, grâce au son de la TSF, est en distance le moins éloigné de nous, peut nous demeurer lointain. Ce qui en distance est immensément loin, peut nous être proche. Petite distance n'est pas encore proximité, grande distance n'est pas encore éloignement. Merci à tous. Merci à tous les étudiants et étudiantes qui sont venus de France, mais pas uniquement, de l'international aussi, notamment Marie-Maude de l'autre côté de l'Atlantique, ainsi qu'Emma. Et puis on vous laisse en très bonne compagnie avec la conférence suivante. Oh.